Chers étudiants, bienvenue dans cette nouvelle séance de cours. Dans ce chapitre, on va parler des calculs des primitives et intégrales. Donc voilà, je vous présente le plan de ce chapitre. Tout d'abord, je vais rappeler la notion de la dérivée et quelle relation entre la dérivée et les intégrales. Donc je vais utiliser la notion de la dérivée pour introduire qu'est-ce qu'une intégrale. Je passe ensuite à définir la définition d'une fonction primitive. Je donne la définition et quelques résultats ou bien quelques formules, comment trouver une primitive d'une fonction. On passe finalement à étudier des intégrales. Donc, qu'est-ce qu'une intégrale? Quelles sont les propriétés connues qu'on doit connaître sur les intégrales et comment calculer une intégrale. Commençons par un petit rappel sur la notion de la dérivée. Donc, on a parlé de la dérivée la semaine dernière et on va juste rappeler la notion de la dérivée car à l'aide de cette notion, la dérivée, on va définir la notion de primitive et puis intégrale. Donc, c'est quoi la dérivée d'une fonction? On a parlé de ça. Donc, la dérivée se note d'une façon générale si la fonction f est de variable x, c'est-à-dire que c'est x qui varie. Alors, f' de x, c'est la dérivée de f par rapport à x, ou bien on note comme ça, dérivée de f par rapport à x. Donc, c'est quoi par définition? La dérivée de f en un point ici, j'ai noté x0, c'est quoi? C'est la limite de taux d'accroissement au voisinage de x0. Encore, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsque je considère une variation de f de x0 plus h, moins f de x0, c'est une petite variation de f autour de x0, au voisinage de x0. Divisé par la différence, ici x0 plus h et ici x0, la différence entre les deux, c'est h. Donc voilà le taux d'accroissement au voisinage de x0. Une petite variation de f divisée par une petite variation de la variable, ici x0 plus h, moins x0, ça fait h. Et on tend h vers 0 pour dire que h est assez petite pour dire voilà, c'est la variation de la variable est assez petite. Donc ça, c'est la définition de la dérivée. Par exemple, dans la pratique, la dérivée, ça représente quoi exactement? Voilà, je prends cet exemple. Je suppose ici que on a une véhicule, ici à l'instant ti initial, temps initial ou bien instant initial, et tf c'est temps final. Et on a ici une personne ou bien une voiture ou bien un véhicule qui se déplace et voilà sa position au cours de temps. Donc la courbe, c'est la position au cours de temps. La position au cours de temps. Et je me demande maintenant, est-ce que je peux déterminer la vitesse de cet objet qui est en mouvement? Je veux déterminer la vitesse de cet objet qui est en mouvement. Donc, je veux dire, par exemple, la vitesse, c'est quoi? C'est ici, puisque ça, c'est x de ti. La position initiale. À l'instant i, ça, c'est la position initiale. Et ceci, c'est x de tf, la position finale. Donc, est-ce qu'on peut dire que la vitesse finalement, c'est i de tf moins x de ti divisé par tf moins ti. Voilà. Donc, il a parcouru, ou bien cet objet, il parcourt combien de la distance ici, xtf moins xti, c'est la distance parcourue, divisé par le temps. Voilà, distance divisée par le temps, ça donne la vitesse. Mais bon, ça c'est vrai lorsque la vitesse est constante. Mais ici, regardez. Si je calcule ça, je veux trouver la vitesse moyenne. Ça donne la vitesse moyenne de T1 jusqu'à TF. Et si je veux être encore plus précise, je subdivise mon intervalle. Ici, je subdivise mon intervalle. Au lieu de calculer la vitesse moyenne sur tout l'intervalle TF moins TI, je veux calculer des vitesses sur des petits intervalles pour être plus précise.
Donc, je veux calculer la vitesse sur ce petit intervalle, et puis la vitesse sur ce petit intervalle, et puis celle-là, ainsi de suite. Voilà, donc j'ai subdivisé mon intervalle. Sur combien d'intervalles? Voilà, ça c'est TI. Donc, je suppose ça c'était 1, T2, T3, T4, T5, T6. Donc, voilà, je subdivisé mon intervalle sur 6 petits intervalles et je veux calculer la vitesse sur cet intervalle et puis la vitesse sur cet intervalle, la vitesse moyenne sur cet intervalle, c'est de suite. Donc, comment calculer la vitesse sur chaque intervalle? Voilà comment faire. Donc, c'est la variation ici, comme vous pouvez voir. Donc, la vitesse sur cet intervalle, par exemple, que je vais noter V1, la vitesse sur le premier intervalle égale à quoi? La variation de x, donc ça, c'est x de T1. Ceci, c'est la position au point T2. Donc, x de T2 moins x de T1. Voilà, la variation de la position sur cet intervalle. Divisé par quoi? T2 moins T1. Mais n'oubliez pas que j'ai subdivisé mon intervalle sur 6 parties identiques. Donc, T2 moins T1, c'est delta T. J'ai noté cette distance delta T, variation de temps. Donc, voilà V1 finalement, c'est quoi? X, la différence ou bien la variation de la position sur cet intervalle, divisé par delta T. De la même façon, V2, c'est quoi? V2, c'est la variation de la position dans cet intervalle, deuxième intervalle. Donc, c'est X de, ça c'est T2 toujours, ceci c'est X de T3. Donc, X de T3 moins X de T1 divisé par variation de T. Et ainsi de suite. Donc, je calcule la vitesse moyenne sur chaque sous-intervalle ici. Et donc, puisque j'ai pu calculer V1, maintenant je veux noter V1 à quoi égal. Ça, c'était 1, ça, c'était 2. Maintenant, je peux noter V1 quoi égal exactement. Voilà, donc je calcule V1 sur cet intervalle. Je note ça, c'est V1. La vitesse moyenne sur cet intervalle. Je calcule V2, x de T3 moins x T1 sur delta T, c'est-à-dire la distance parcourue divisée par le temps mis pour parcourir. Donc voilà, V2, je calcule V2, ça c'est V2. Et ainsi de suite, comme ça, je peux calculer la vitesse moyenne sur chaque petit intervalle. Voilà alors le résultat. Supposons que j'ai calculé la vitesse sur chaque petit intervalle. Donc ici, vous voyez que la vitesse n'était pas constante. Parce que comme vous pouvez voir ici dans cette courbe, la courbe de position, ici la vitesse, elle est un peu lente, elle est basse, mais ici la vitesse est importante. La variation de position par rapport aux mêmes euh, différences de temps est importante par rapport à ceci. Donc ici, la vitesse, elle fait comme ça. Elle est invariante. Ici, la vitesse, elle est moins importante. Ici, la vitesse, elle est plus importante. Mais toujours ici, la vitesse qu'on a calculée, c'est la vitesse sur un petit intervalle. C'est pas la vitesse instantanée, c'est-à-dire c'est la vitesse moyenne sur le petit intervalle. Donc, comme vous pouvez voir ici, ça, c'est la variation de la position au cours divisé par ou bien par rapport à la variation de temps. Et on a calculé delta x1 divisé par delta t, c'est-à-dire la pente de cette droite. Mais en fait, ici, même sur cette petite intervalle, la vitesse a varié. Donc, c'est pas une vitesse constante. Donc, c'est pas exactement la pente de cette droite. Et donc, je veux être encore plus précise. Et donc, je subdivise sur de petits intervalles plus petits que ça. Donc, je vais essayer de diviser ces intervalles sur des petits intervalles qui sont très petits pour avoir encore plus de précision. Voilà, donc j'ai subdivisé mon intervalle maintenant sur un petit intervalle. Vous voyez, c'est très petit. Ça, c'était 1. Ici, c'était 2. Ici, c'était 3. Et donc, ici, la différence entre Tn et Tn-1, je vais noter par delta T. La différence entre T1 et T2. La différence entre T2 et T3, la différence entre T3 et T4. Donc, c'est toujours constante, c'est delta T. Variation de temps. Et je veux calculer la vitesse maintenant sur chaque petit intervalle. Vous pouvez voir ici maintenant encore
plus de précision pour calculer la vitesse. Donc, toujours la vitesse, c'est quoi? C'est x tn moins x tn plus 1 moins x tn divisé par delta t. Je peux noter ça par delta xn, la variation de la position sur l'intervalle ou bien sur le anième intervalle divisé par delta t. Donc, la vitesse sur le anième intervalle, c'est la variation de la position sur le anième intervalle, toujours divisé par la variation de temps. Donc, vous voyez la formule ici, sur chaque petit intervalle, V1, la vitesse sur cette petite intervalle ici, entre Tn et Tn plus delta T, est donnée par cette formule. Voilà encore, je calcule sur chaque petit intervalle la vitesse. Donc, voilà la vitesse. Voilà la vitesse sur le deuxième intervalle, la vitesse sur le troisième, ainsi de suite. Et j'ai obtenu cette courbe qui encore paraît qu'elle est discontinue. Mais imaginez que je diminue à chaque fois cette variation de delta t. Donc delta t, je prends delta t encore très 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 petit et donc la courbe ici sera de plus en plus continue. Donc ici, je vais considérer delta t assez petit. Donc la variation qui est T2 moins T1, ou bien c'est quoi T2 moins T1? C'est en fait T1 plus delta T moins T1. Ça, c'est la variation de temps. Je veux considérer un delta T assez petit. Dans le sens, on a parlé dans la séance précédente, lorsque je parle d'un réel assez petit, presque nul, on dit que je tends delta T vers 0. On peut noter ici cette variation, cette petite variation assez petite, c'est-à-dire sa limite elle est presque égale à 0, c'est-à-dire je tends delta T vers 0. Et donc, comme ça, je trouve quelque chose qui est presque continu. La courbe de la vitesse est continue. Donc, j'obtiens donc la vitesse continue, c'est-à-dire instantanée. À chaque point T, j'ai une vitesse instantanée. Voilà le résultat final. Donc, la vitesse ici, en instant T, c'est quoi? Variation toujours de la position divisée par la variation de temps. C'est-à-dire, je peux dire que x plus, on a des delta t, mais puisque j'ai considéré delta t, c'est assez petit, je changeais un peu la notation pour dire que ici, c'est très très petit la variation, delta t, c'est assez petit, moins x de t divisé par la variation. Donc ça, c'est la vitesse. Puisqu'on va tendre delta t vers 0, on peut dire que c'est la limite lorsque h tend vers 0, de xt plus h, une petite variation, moins x de t divisé par la différence t plus h moins t, ça fait h. Et donc, vous allez retrouver la définition qu'on a donnée pour v de t. C'est quoi en fait? La définition ici, la limite de x plus t, x de t plus h moins x de t sur h, c'est quoi? On a parlé de ça, c'est la dérivée de x au point t. Donc, vous voyez la vitesse, c'est exactement la dérivée, la variation de la position au cours de temps. Et donc, pour avoir la vitesse instantanée pour chaque instant t, il faut considérer une variation de temps, c'est assez petite, dans le sens h tend vers 0, bien la variation ici, delta t, tend vers 0. Donc finalement, on a pu, à partir ici de la connaissance de la position à chaque instant t, on a pu à l'aide de la formule, bien sûr, la vitesse instantanée, c'est la dérivée de la position par rapport à temps. Ici, il faut faire attention, x ici, c'est la position, c'est une fonction. Hein. T, c'est notre variable. T pour temps. X, c'est la position. Donc, x ici, c'est notre fonction. Donc, v de t, c'est quoi? C'est la dérivée de la position, la fonction position en instant t donné. Donc, à l'aide de la courbe de la position, on a pu déterminer la vitesse. À l'aide de quoi? De la notion de la dérivée. Maintenant, on pose la question suivante. Est-ce que on peut avoir la réciproque? C'est-à-dire quoi la réciproque? Si on a la vitesse instantanée, la vitesse à chaque instant t, est-ce que je peux déterminer la position? Et donc ici, ce chemin-là, de la position à la vitesse, on a parlé de la dérivée.
Et donc, pour le chemin inverse, de la vitesse, on peut déterminer la position. On va parler de la notion de primitive ou bien intégrale. Donc, je répète ma question. Est-ce que à partir ou bien connaissant la vitesse, est-ce que je peux déterminer la position? Donc, dans un premier cas, si la vitesse est constante, je suppose que mon objet varie avec une vitesse constante. Alors, si mon objet varie avec une vitesse constante, dans ce cas, c'est simple. La formule, c'est quoi? La position finale moins la position initiale égale à quoi? C'est la vitesse fois la variation de temps. Donc, c'est simple. Si la vitesse est constante, donc la position finale moins la position initiale, la variation de la position, c'est la vitesse fois variation de temps. C'est clair. Maintenant, si la vitesse n'est pas constante, je suppose dans un deuxième cas que la vitesse est constante sur chaque petit intervalle. Voilà, ici, ça c'est la position initiale, ça c'est la position à l'instant t2, et donc ça c'est t2 moins t1 delta t. Je suppose ici que la vitesse est constante ici sur cette petite intervalle. Donc c'est quoi la vitesse ici? C'est v1. Je vais noter cette vitesse v1, c'est-à-dire la vitesse sur le premier intervalle. Et donc, si je connais x de t1, voilà x de t1, parce que je peux déterminer x de t2, cette position, à l'aide de la vitesse. Oui, encore, puisque la vitesse est constante ici, c'est quoi? Donc x de t2 moins x de t1, c'est cette vitesse qui est v1, fois quoi? La variation de temps qui est t2 moins t1. Mais on a dit t2 moins t1, c'est delta t, variation de t. Donc, on peut dire que x de t2 moins x de t1, c'est égal à v1 fois delta t. Voilà. Donc, ça, c'est euh, delta x1. Voilà. C'est v1 fois delta t. Mais juste remarquer quelque chose ici, que ça correspond à quoi v1 delta t? Ça correspond exactement à la surface du premier rectangle. Donc, regardez ici. Donc, v1, ici, ça, c'est v1. Ici, ça, c'est v1 fois delta t. Ça, c'est delta t. Donc, v1 fois delta t, ça correspond à la surface de ce rectangle. Donc, delta x1, c'est la surface de premier rectangle. Je continue. Donc, comment calculer cette fois la position sur le deuxième petit intervalle? Voilà, en appliquant toujours la même formule. Toujours la variation ici, x2, ou bien c'est x à l'instant t3 moins x à l'instant t2, ce qu'on note peut-être delta x2, variation de la position, égale à quoi? Cette fois, c'est la vitesse sur le deuxième intervalle, donc v2, fois delta t encore, la variation au cours de temps. Donc, delta x2, c'est x t3 moins x t2, c'est v2 fois delta t. Et donc, on peut calculer si je peux déterminer, on a déjà pu déterminer x de t2. Donc, maintenant, je peux déterminer x de t3. X de t3, c'est quoi? V2 delta t plus x t2. Voilà, donc puisque je connais V2, je connais delta t, je peux déterminer la position. Voilà la position. La même remarque toujours, V2 fois delta t, ça correspond à quoi? V2, c'est ça, V2. Delta t, c'est la même chose. Donc l'aire algébrique ici, la surface de ce rectangle correspond exactement au delta x2. De la même façon, delta x3, c'est V3. Voilà, V3 fois delta t, c'est l'aire ici, ou bien la surface de ces rectangles. Ainsi de suite, je peux calculer x, voilà, x de t2, x de t3, x de t4. C'est quoi? C'est V 3 fois delta t, ainsi de suite. Et donc, je peux calculer finalement la dernière position. La dernière position, finalement, c'est la somme. La dernière position, donc voilà, on peut calculer ça encore. On a dit x t2 moins x t1
la deuxième position, moi, la première position, c'est V1 fois delta t, xt3 moins xt2, c'est V2 delta t. Ensuite, xt4 moins x, la position à l'instant t3, c'est la vitesse sur le troisième intervalle fois la variation de t, xt5 moins xt4 égale V4 delta t et xt7, voilà, 6 égale V6 delta t. V1, c'est la vitesse sur le premier intervalle, V2, c'est la vitesse sur le deuxième intervalle, ainsi de suite. Donc, T1, c'est TI, la position à l'instant initial. T7, c'est TF. La position X de TF, c'est la position à la dernière instant TF. Et donc, si je somme ici, ça, c'est delta x1, delta x2, delta x3, delta x4, delta x5, delta x6 finalement. Je somme ces égalités. Qu'est-ce que je veux trouver? Bon, vous pouvez remarquer que si je veux sommer xt1 moins xt2 moins xt2, x3 moins x3, xt4 moins xt4, donc finalement, je veux trouver la somme delta x1 plus delta x2 plus delta x6 égale à quoi? Sommez ici, qu'est-ce que vous allez trouver? X de t7 moins x de t1. Parce que tous les termes ici au milieu seront simplifiés. Donc, la somme de toute la variation de position, c'est xtf finalement. Voilà, je peux noter ça moins xt initial. Ça correspond exactement à quoi? La somme des vitesses. Donc, la somme des deltas xi égale la somme des vitesses VI fois delta t. Et la somme des delta xi, c'est exactement la position finale moins la position initiale. Comme ça, on a pu, à partir de la vitesse, on a pu déterminer la position finale et la position sur chaque petit intervalle. Maintenant, comme on a fait avec la dérivée, même chose ici, on va essayer de subdiviser encore notre intervalle de temps sur de très petits intervalles. Donc, maintenant, je subdivisais mon intervalle pas uniquement sur 6 intervalles, mais sur un petit intervalle avec, j'essaie de choisir un assez grand cette fois pour dire que la variation ici entre T1 et T2, donc T2 moins T1 est assez petite, ce qu'on a noté par delta T. Delta T est assez petite. Et donc, voilà. On fait de même, à partir de la vitesse sur chaque petit intervalle, on peut déterminer la position xt1, xt2, xt3, xt4, ainsi de suite. À chaque fin de petit intervalle ici, on peut déterminer la position sur chaque petit intervalle. Donc voilà, je considérer ici delta t assez petit. Et donc, je vais changer la notation pour dire que delta t tend vers 0. Donc, je note comme ça dt, un petit dt, pour dire que la variation est très très petite, presque 0. Et donc, toujours d'après la formule qu'on a vue, xtf, la position finale, moins xti, la position initiale, on a dit c'est la somme de vitesse. Vitesse ici, ça sera vitesse vi, mais c'est la vitesse au point ti, donc je crie comme ça v de t dt. Et maintenant, la somme varie de combien? De 1 jusqu'à n, mais n c'est assez grand, donc presque ça tend vers l'infini. Mais pour noter la somme jusqu'à l'infini ici, on va utiliser ce symbole S comme S somme. Donc, S comme ça, de TI vers TF, V de T dt. X de TF moins X de TI, c'est quoi finalement? C'est la somme TI, TF, V de T dt. Voilà, on retrouve cette écriture, vous connaissez ce symbole, on a dit c'est le symbole somme en latin, mais encore, vous connaissez, c'est l'intégrale de V de T. Et ça correspond à quoi? Exactement, on a dit la surface ici, ou bien l'aire algébrique ici, entre quoi et quoi? Entre la courbe de la vitesse et l'axe des abscisses, ceux de droite. Donc voilà,
l'aire algébrique de la vitesse donne la position finale moins la position initiale. N'oubliez pas, on a une relation entre toujours la vitesse et la position. La position, c'est quoi? Donc ici, la vitesse, c'est la dérivée de la position. Et donc, on dit que la position, c'est une primitive de la vitesse. Voilà la relation finalement entre la vitesse et la position. Et on peut généraliser bien sûr ça mathématiquement par si on connaît une fonction f, on peut la dériver pour savoir la variation de f. Et bien sûr, en connaissant les variations de f, on peut déterminer f elle-même à l'aide de quoi? La dérivée, la relation dérivée et primitive. Donc, on peut illustrer la relation entre dérivée primitive d'une fonction par ce graphe. Regardez ici. Pardon. Donc, ici, on a une fonction f ou bien, on peut noter f ou bien g ou bien h. Donc, ici, je considère x c'est la variable. En mathématiques, d'une façon générale, on considère le symbole petit x, c'est la variable, notre variable. C'est vrai que en physique, parfois, on utilise t comme temps, instant, et on utilise x comme la fonction position. Mais ici, je reprends la notation de mathématicien. Donc, x, c'est notre variable, x varie, et f, c'est la fonction. Voilà donc la courbe de la fonction en rouge. La dérivée en un point, ici, c'est quoi la dérivée en ce point-là? C'est la pente de la droite tangente à la courbe en ce point. La pente de cette droite, c'est exactement la dérivée en ce point. Maintenant, c'est quoi la primitive? Bon, ou bien une intégrale, c'est l'aire algébrique. L'aire algébrique entre l'axe des abscisses et la courbe représentative de f sur un intervalle bien déterminé. On parle d'une primitive sur un intervalle. Et donc ici, vous voyez la relation entre petit f et grand f. Cette notation dit que la dérivée de grand f, c'est petit f. Et encore, on peut dire que primitive de petit f, c'est grand f. Donc voilà, c'est la dérivée. Et la primitive, c'est comme si une fonction et sa réciproque. Donc, pour maîtriser la notion de primitive ou bien calcul d'intégrale, il faut bien sûr connaître très bien la notion de la dérivée. Donc ici, vous voyez, si on a grand F une fonction, sa dérivée dans ce sens-là, je dérive. Donc sa dérivée c'est f, la dérivée de f c'est f', la dérivée de f' c'est f second. Donc dans ce sens-là, je parle de la dérivée. Maintenant, dans le sens réciproque, si on a une fonction f seconde, une primitive c'est f', une primitive de f', c'est une primitive de f, c'est grand F. Voilà, donc je vais donner quelques exemples de fonctions relation entre dérivée et primitive sur quelques exemples. Par exemple, si je dérive la fonction x, ici la fonction f de x égale à x, tout simplement. F de x égale à x. Sa dérivée, c'est quoi? C'est 1. Si je dérive x au carré, je dérive. Sa dérivée égale 2x. Si je dérive x au cube, sa dérivée, c'est 3x carré. Et donc, la dérivée, d'une façon générale, on a dit de x à la puissance n, c'est quoi? N fois x à la puissance n moins. Donc, la primitive maintenant, ça, c'est la dérivée. Si je cherche une primitive, donc si je cherche une primitive de 1, c'est quoi une primitive de 1? Une primitive de 1, c'est x, c'est la réciproque. Une primitive de 1, c'est x. Une primitive de x, cette fois, c'est quoi? Une primitive de x, c'est 1 demi x carré. Une primitive de x carré, c'est 1 tiers, la réciproque de ça, c'est 1 tiers x au cube. Et donc, je peux généraliser ce résultat pour dire finalement une primitive de la fonction x à la puissance alpha, lorsque alpha différent de moins 1, parce que je parle pas ici de 1 sur x, lorsque alpha égale à moins 1, je parle de 1 sur x. Ça a une primitive particulière. Mais lorsque alpha différent de moins 1, une primitive de x à la puissance alpha, c'est quoi? 1 sur alpha plus 1, x à la puissance alpha plus 1. Voilà.
une primitive par rapport à des x, bien sûr. Voilà notre variable d'intégration. Une primitive de x à la puissance alpha, c'est 1 sur alpha plus 1, x alpha plus 1. Ça, c'est la première propriété. Donc, deuxième propriété, exponentielle x. Une primitive de exponentielle x, c'est quoi? Une primitive de exponentielle x, il faut toujours, on a dit, pour maîtriser les formules de primitives, il faut savoir les formules des dérivées. Vous savez que la dérivée de exponentielle x, c'est quoi? C'est exponentielle x. Donc, une primitive de exponentielle x, c'est toujours exponentielle x. Donc, ici, je vais noter les dérivées et là, je vais donner les primitives. La dérivée de exponentielle alpha x, lorsque alpha est une constante, c'est alpha exponentielle alpha x. Vous savez ça, la dérivée de exponentielle 2x. Exponentielle 2x, c'est quoi? 2 fois exponentielle 2x. Exponentielle 3x, c'est quoi? 3 fois exponentielle 3x. Exponentielle 1 demi x, c'est quoi sa dérivée? C'est 1 demi fois exponentielle 1 demi x. Donc voilà toujours la dérivée. Passons alors maintenant, si on a une primitive de exponentielle alpha x, c'est quoi une primitive de exponentielle alpha x? C'est 1 sur alpha exponentielle alpha x. Voilà donc pour une primitive de exponentielle. Si on a maintenant, on parle des fonctions usuelles qui sont les fonctions puissance. On a parlé de fonctions x à la puissance alpha. Les fonctions exponentielles, expo alpha x. La fonction logarithme népérien. C'est quoi sa dérivée? ln de x. C'est quoi sa dérivée? On a dit c'est 1 sur x. Et donc, une primitive de 1 sur x, c'est quoi? C'est ln de x. Bien sûr, ici, je parle pour les x qui sont strictement positives. Donc, les trois premières formules à connaître, c'est la primitive de la fonction puissance x à la puissance alpha dx. Ici, c'est quoi? C'est 1 sur alpha plus 1, la puissance 1 sur la puissance plus 1, x à la puissance alpha plus 1. Bien sûr, ça, lorsque alpha est différent de moins 1. Si alpha égale à moins 1, remplacez alpha par moins 1, vous allez trouver x à la puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse de x. Une primitive de ça, c'est ln de x. Je parle d'une primitive. Pourquoi je dis pas la primitive? Parce que il y en a plusieurs primitives, enfin. Une primitive de exponentielle alpha x, c'est quoi? 1 sur alpha exponentielle alpha x. Donc, voilà pour les fonctions puissance, 1 sur x et exponentielle alpha x. Voilà les primitives associées. Je passe maintenant aux fonctions trigonométriques. Les fonctions trigonométriques, les primitives de une primitive de fonction cosinus et une primitive de la fonction sinus. Donc, rappelez-vous qu'on a parlé, lorsqu'on a parlé de la dérivée de la fonction cos, j'ai donné une méthode pour apprendre comment déterminer à chaque fois la dérivée d'une fonction trigonométrique. Je note comme ça c'est cos. Sin, ici, les sinus sont négatifs, donc j'écris moins sin, et là, les cosinus sont négatifs, donc c'est moins cos. Pour chercher la dérivée, je fais un quart de tour dans ce sens-là, ça c'est la dérivée. Et pour la primitive, donc, je fais un quart de tour dans ce sens-là pour chercher une primitive. Et donc, je rappelle que, par exemple, pour chercher la dérivée de cosinus x, bien sûr, cosinus x, c'est quoi? C'est moins sinus x. Un quart de tour dans ce sens-là. La dérivée de sinus x, c'est quoi? Voilà, sinus, un quart de tour dans ce sens-là, cosinus x. Donc, voilà la dérivée de cos et sin. Et maintenant, je m'intéresse à une primitive de sinus x. Une primitive de sinus x, c'est quoi? Donc, je fais un quart de tour dans le sens opposé. Donc, ce sens-là, je fais comme ça. Donc, c'est moins cosinus x. Et une primitive de cosinus x, je fais un quart de tour dans ce sens-là. Et donc, c'est sinus x. Voilà pour les fonctions trigonométriques
cosinus et sinus. Je rappelle encore une fois à quelques formules sur la dérivée. Par exemple, si on a deux fonctions cette fois, si on a deux fonctions f et g. Donc, rappelez-moi la dérivée de la somme f de x plus g de x. Si je dérive par rapport à la variable x, la dérivée de la somme, c'est f', la dérivée de f, plus g'. Donc, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc, ça implique en fait que si je cherche une primitive de f plus g, c'est une primitive de f plus une primitive de g. Donc, comme la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées, donc de même, une primitive de f plus g, c'est une primitive de f plus une primitive de g. Donc, ça, c'est pour la somme, la primitive de la somme, c'est la somme des primitives. Maintenant, pour le produit, donc je rappelle que la dérivée de f de x fois g de x, qui est le produit là. Donc, c'est pas f' fois g', non, mais c'est f' fois g plus g' fois f. Donc, il faut faire attention. Pardon? Il faut faire attention. C'est pas comme la somme. La dérivée de produit, c'est pas f' fois g'. Non, c'est faux. Donc, on n'écrit pas f' fois g'. Non, c'est faux. Mais c'est la dérivée de la première fois la deuxième plus la dérivée de la deuxième fois la première. Et donc, il faut faire attention. F de x fois g de x, des x, si on a un produit, on n'écrit pas une primitive de f fois une primitive de g. Donc, non. Une primitive de somme, c'est somme des primitives, oui. Mais pour le produit, on n'a pas la formule intégrale de produit égale produit des intégrales, mais plutôt il faut avoir, donc pour chercher une primitive, il faut avoir f'g plus g'f, parce qu'on a quelque chose de ce type. Donc voilà, ça c'est la dérivée de produit. Dans ce cas, je dis c'est f de x fois g de x, parce que la dérivée est donnée exactement par cette formule. Donc ça c'est pour le produit. Maintenant pour la composée. Si on a f appliqué à g de x, et je cherche la dérivée de composée f rangée, donc c'est g' de x fois f' de g de x. Donc, la composée, je dérive la fonction à l'intérieur tout d'abord, puis j'y dérive la fonction f au point g de x. Et donc, même chose pour le primitif. Si j'ai une formule de ce type, c'est-à-dire g' de x, f' de g de x, donc, dérivée de la fonction entre parenthèses, fois g' fois la dérivée de f au point g de x. Dans ce cas, je dis une primitive de ça, c'est f appliqué à g appliqué à x. Donc, il faut bien maîtriser les formules sur la dérivée ou bien les dérivées de fonctions pour savoir déterminer une primitive. Une autre formule, lorsqu'on a f à la puissance n, une fonction au carré, f au carré, f au cube. C'est quoi sa dérivée? C'est n fois f' de x fois f à la puissance n-1 de x. Donc, lorsqu'on a f à la puissance alpha, donc on a cette formule. Et donc, pour la primitive de f au carré ou bien f à la puissance n de x, c'est quoi? On ne sait pas, on a besoin de f'. Donc, lorsque j'ai f' de x fois fn, maintenant je connais très bien, c'est 1 divisé par n plus 1, f à la puissance n plus 1 de x. Donc voilà, on va voir dans la séance de discussion quelques exemples. On va appliquer ces formules sur quelques exemples pratiques. Donc juste théoriquement, si on a une fonction, donc, si on a une fonction petit f et grand F, on dit que grand F est une primitive de petit f sur un intervalle i. C'est quoi? Si je dérive cette fonction grand F, je trouve petit f. Donc, la primitive, c'est comme si la réciproque de la dérivée.
quand une primitive existe, si la fonction est continue sur cet intervalle. Dès que la fonction soit continue, donc il y a une primitive. Il y en a au moins une primitive. Donc, puisqu'on a dit on a au moins une primitive, donc certainement on a peut-être plusieurs. Donc, la différence entre deux primitives est une constante. C'est-à-dire, si grand F est une primitive de petit f et G est une primitive de petit f, alors certainement égal F grand F égale grand G plus une constante. C'est-à-dire, la différence est une constante. Maintenant, si je fixe un point ici, f, une fonction continue, donc elle possède une primitive, alors si je fixe un point de départ, par exemple f de point A égale à B, alors il y a une unique primitive vérifiant cette égalité. Voilà théoriquement ce qu'il faut savoir sur une primitive. Je passe maintenant à introduire la notion des intégrales. Comme j'ai expliqué au début de cette vidéo, l'intégrale finalement c'est quoi? Avec l'exemple de vitesse et position, on a dit l'intégrale. Si on a une courbe comme ça, la courbe de la vitesse, voilà, pardon. Donc si on a une courbe en cette forme-là, c'est quoi l'intégrale de A à B? C'est l'aire algébrique, la surface ici. Donc on dit c'est l'aire algébrique de la partie ici limitée par l'axe des abscisses, la courbe représentative de et c'est de droite x égale a et x égale à b. Donc ça c'est la définition d'une intégrale. Bien sûr, on peut utiliser euh, l'intégrale aussi pour calculer les volumes et aussi calculer la valeur moyenne. On va voir comment on calcule la valeur moyenne à l'aide d'une intégrale. Donc voilà la définition. La définition, l'intégrale de A sur AB d'une fonction f de t dt, c'est exactement l'aire algébrique. Cette aire algébrique est comptée comment? Lorsque la courbe, ici ça c'est l'aire algébrique, lorsque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, il est compté positivement. Et lorsque la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, il est compté négativement. Donc ça c'est positif. Ici ça est compté négativement. Et ainsi de suite. Donc, lorsque je calcule l'intégrale sur un intervalle AB, c'est-à-dire, je fixe, voilà. Par exemple, ça c'est A, ça c'est B, c'est-à-dire, je calcule cette aire algébrique ici. À partir de x égale à A, voilà, partie assurée en orangé. La partie assurée en orangé, c'est l'intégrale de AB f de t dt. Et comme on a remarqué, pour calculer l'aire algébrique, il suffit de savoir une primitive, comme l'exemple que j'ai donné pour la vitesse et la position. Si je connais la vitesse, l'intégrale me permet de savoir la position. Et quelle est la relation entre vitesse et position? La vitesse, c'est la dérivée de la position, et donc la position, c'est une primitive de la vitesse. Donc, si je connais une primitive de la fonction petit f, cette intégrale est donnée par f de b, la position finale, on peut dire, moins la position initiale, ou bien la valeur de f au point B moins la valeur de f au point A. Passons maintenant aux propriétés des intégrales. Si on a une fonction f continue sur un intervalle AB, un segment AB, si la fonction f ne prend que des valeurs positives, f de x est toujours positive, alors certainement l'intégrale de la fonction f sur cet intervalle est positive. Pourquoi? Regardez par exemple, ici si je considère une fonction f qui est positive sur un intervalle AB, par exemple, voilà ma fonction. Là, la courbe de ma fonction. Voilà. Et donc, maintenant, je fixe A et B. Voilà, je fixe A et B. Par exemple, ça, c'est A, ceci, c'est A, et ceci, c'est B. Et donc, on peut voir que sur cet intervalle, sur AB, la fonction f, ça, c'est l'axe des x, encore, c'est l'axe de f de x, ne prend que de valeurs positives. Vous voyez, les valeurs prises par la fonction f, ce sont tous positives. Ça, c'est le 0. Donc, l'aire algébrique ici, compté comment? Il est compté positivement. Donc, l'intégrale sur cet intervalle de la fonction f de t dt est nécessairement comment? Supérieure ou égale à 0. Donc, voilà pour la première propriété.
Si la fonction f est positive sur l'intervalle AB, alors son intégrale est positive. Vous pouvez imaginer, de même, si la fonction f ne prend que des valeurs négatives, que des valeurs négatives, c'est-à-dire la fonction est toujours, la algébrique est toujours négative. Donc, par exemple, si je considère la même fonction f, mais regardez cette fois, si je travaille sur cet intervalle, ça maintenant c'est mon A et ceci c'est mon B. Donc, vous voyez que sur cet intervalle, ma fonction est ici en dessous de l'axe des abscisses et donc l'art algébrique est compté négativement. Et donc, sur cet intervalle, l'intégrale est négative. Bien sûr, si la fonction ici sur le segment AB change de signe, par exemple, je considère une fonction de ce type, et je considère ça c'est A, ça c'est B. Et donc, vous voyez ici, voilà l'art algébrique. Ici, il est compté positivement, il est compté négativement là. Donc, je dois faire le calcul pour savoir est-ce que c'est positif. Si la algébrique ici en valeur absolue plus grand que ça, donc ça sera positif. Si celui-là qui est en valeur absolue plus grand que ça, donc ça sera négatif. Ou bien c'est zéro si on a la même quantité d'air. Donc, vous voyez, lorsque f change de signe sur l'intervalle AB, je peux rien dire. Mais si f est toujours positif, si je fixe ça, c'est mon b, la fonction f est toujours positive, donc l'intégrale est positive. La algébrique est positive. Si je travaille ici sur ce segment, la algébrique est toujours négative. Donc, l'intégrale est toujours négative. La propriété suivante pour l'intégrale, si on a maintenant deux fonctions, f plus petit que g, alors l'intégrale de f est plus petit que l'intégrale de g. Pourquoi? Parce qu'on va voir un aire algébrique plus petit tout simplement. Vous pouvez imaginer, vous tracez euh, comme ça deux fonctions f et g. L'une est plus grande que l'autre. Donc ça, c'est la courbe de f. Par exemple, en noir, la courbe de f. Et je vais tracer en violet, par exemple, la courbe de g. Et toujours sur l'intervalle, voilà, sur l'intervalle AB, sur cet intervalle, je m'intéresse ici, voilà la courbe de G. Et voici la courbe de F. Donc, vous voyez que toujours sur cet intervalle, f de x plus grand que g de x, quel que soit x entre a et b. Je m'intéresse sur ce segment-là, la valeur de f et la valeur de g sur ce segment. Et donc, l'aire algébrique, voilà, de f, il est en orangé, donc je peux voir l'aire algébrique de g. Voilà, ça c'est clair que les plus grand. Donc, si f plus grand que g, bon, dans ce cas, on a g, pardonnez-moi, g plus grand que f. Si g, ça c'est la courbe de g plus grand que f, donc l'aire algébrique de g va être plus grand que l'aire algébrique ou bien l'intégrale de f sur cet intervalle. La dernière propriété ici, si on a l'intégrale de a jusqu'à b de la fonction f de x dx, la valeur absolue de l'intégrale est inférieure ou égale l'intégrale de la valeur absolue de f. N'oubliez pas, lorsque j'ai introduit l'intégrale, je dis que l'intégrale, c'est une somme. Et vous savez très bien que ici, je vous rappelle que, par exemple, lorsqu'on a deux réels, bon, je considère deux réels tout d'abord, x plus y, la somme x plus y, inférieure ou égale la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Donc, d'une façon générale, lorsqu'on a la somme des xi, c'est inférieur ou égal la somme, comme ça, de valeur absolue de xi. Même chose, l'intégrale, c'est une limite d'une somme. Et donc, la valeur absolue de l'intégrale est inférieure ou égale à quoi? L'intégrale de la valeur absolue de f. C'est-à-dire quoi? Voilà, je peux considérer une fonction f. Voilà, une fonction f, parfois positive, parfois négative, voilà. Et je considère, ça c'est f, la courbe de f, elle est en noir. C'est quoi la courbe de la valeur absolue de f maintenant, vous pouvez me demander. Lorsque f positive, la valeur absolue de f coïncide avec f. Mais lorsque f négatif, c'est son opposé. Voilà, quelque chose comme ça. L'opposé de f. Si f positive, ça coïncide. Si f négatif, donc on va considérer l'opposé. F positif, ça coïncide. Et donc, c'est l'opposé. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà, ici, la courbe de la valeur absolue de f. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la valeur absolue de l'intégrale
sur AB. Donc, je considère par exemple un segment AB comme ça. Voilà, je fixe par exemple A ici et B là. Et donc, c'est quoi l'intégrale de f sur le segment AB? Voilà le segment AB. La courbe de f, elle est comme ça. Et donc, l'aire algébrique, il est ici négatif et maintenant positif. Donc, c'est la somme des ceux deux aires algébriques. Là, ici, compté, le plus grand est compté positivement. Le plus petit ici, puisque la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, et il est compté négatif. Et donc, vous voyez, certainement, il est plus petit que cette aire algébrique de l'aire algébrique de la valeur absolue. Voilà, la valeur absolue. Ici, les deux quantités sont comptées positivement. Donc, certainement, cette quantité en violet est plus grande que celle-là en orangé parce qu'il s'agit ici de la même quantité, mais j'ajoute une quantité négative. Mais en violet, c'est la même quantité et j'ajoute une quantité positive. Donc, ceci inférieur ou égal l'intégrale de la valeur absolue de f. Voilà pour cette dernière propriété. Donc, voilà les propriétés d'une intégrale, les propriétés connues d'une intégrale. Maintenant, je veux citer quelques propriétés pour les fonctions qui sont paires et qui sont impaires ou bien qui sont périodiques, telles que les fonctions trigonométriques. Donc, je vous rappelle, la fonction sinus, par exemple, est une fonction paire. Si la fonction f est une paire sur un intervalle symétrique de type -a, c'est-à-dire -1, ou bien -2, 2, ou bien -3, 3, voilà, sur un intervalle de ce type, alors l'aire algébrique de la fonction f sur -a égale 2 fois l'aire algébrique de la fonction f sur 0a. Pourquoi? Voyons ça sur un exemple. Voilà, sur un exemple, je considère une fonction paire. F est une fonction paire. Certainement une fonction paire, je rappelle que f de moins x égale f de x. C'est-à-dire la courbe, elle est comment? Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, si par exemple la fonction, elle fait comme ça, sur 0 jusqu'à plus l'infini, certainement sur moins l'infini 0, on a une courbe symétrique. Voilà, voyons cette forme-là. Vous voyez la courbe. Donc voilà, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, l'axe des f de x. Et donc, pour calculer, si je considère maintenant, c'est très important, un intervalle symétrique, pas comme ça, A, B. Non, un intervalle de type -1, ça c'est -1, A. Voilà, A. Donc, -a, un intervalle symétrique. Alors, examinons l'aire algébrique de -a, A. On peut remarquer que l'aire algébrique de -a, f de x dx, c'est 2 fois. Ici, c'est même aire qui se répète 2 fois. 2 fois quoi? L'aire algébrique de 0 jusqu'à a, tout simplement. Voilà, l'aire algébrique d'une fonction paire sur un intervalle symétrique -a, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à a, f de x dx. Et donc, voilà pour la première propriété. Si la fonction f est paire, alors l'intégrale sur un intervalle symétrique -a de f égale 2 fois l'intégrale sur 0a. Si la fonction f impaire maintenant sur -a, alors l'aire algébrique est nulle. Pourquoi? Si elle est impaire sur un intervalle symétrique, l'aire algébrique est nulle, on peut voir sur un exemple simple. Voilà, sur un exemple simple, je considère une fonction impaire cette fois. Donc, je le rappelle, une fonction impaire, c'est-à-dire quoi? F de moins x égale moins f de x. Donc, si la courbe est donnée, voilà, la courbe sur 0 plus l'infini, alors la courbe sur moins l'infini 0, c'est symétrique par rapport à l'origine cette fois, pas par rapport par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, on va avoir quelque chose de ce type. Voilà. Et donc, si je calcule l'aire algébrique sur un intervalle de type symétrique -a, voilà, -a, je veux avoir presque même aire algébrique, mais ça c'est compté négativement et ceci est compté positivement. Et donc, puisque c'est la même quantité, mais ici elle est comptée positivement et ici ça négativement, c'est l'opposé, donc la somme de deux réels opposés. Et donc, on peut dire que
l'intégrale de moins a à f de x dx égale à quoi? Ça, c'est compté négativement avec son opposé, donc la somme égale 0. Donc, vous voyez, sur un exemple simple, on peut voir que si la fonction f est impaire, alors son intégrale sur un intervalle symétrique moins à a est nulle. Maintenant, si la fonction f est périodique, de période t, comme la fonction sinus, c'est une fonction de pi périodique, la fonction cosinus, c'est une fonction de pi périodique. Alors, si j'intègre l'aire algébrique de la fonction f sur un intervalle de type a plus t, j'ajoute une période, c'est-à-dire un intervalle de longueur t, la période. C'est la même, c'est l'aire algébrique de la fonction f sur 0t. C'est-à-dire, je calcule l'aire algébrique sur un intervalle de type t, de longueur t, la période, de 0 à t, ou bien de t, 2t, ou bien de 2t, 3t, n'importe quel intervalle essentiel de longueur t, la période. Donc, voyons ça sur un graphe. Pourquoi on a cette formule pour une fonction périodique? Je vais essayer de tracer la courbe d'une fonction périodique, c'est-à-dire la courbe se répète sur chaque période. Par exemple, ici, ça c'est 0, ça c'est t. Et on a une courbe ici, voilà. Et je veux répéter périodique, c'est-à-dire la courbe, elle se répète maintenant. Voilà, on va voir la même chose. De t, 3t, on va voir la même chose. Et ainsi de suite, même ici. Donc, sur moins t, 0, on va voir la même chose. Moins 2t. Voilà une fonction t périodique. Cette fonction est t périodique. Je rappelle la définition. Qu'est-ce qu'une fonction t périodique? C'est-à-dire f de x ou bien f de x plus la période, c'est la même chose. Si je considère ici x et j'ajoute voilà une période, je trouve la même valeur. C'est la définition d'une fonction t périodique. Maintenant, regardez, si j'intègre de 0 à t, f de t dt. C'est quoi l'aire algébrique? Voilà, c'est cette aire-là. Ou bien j'intègre de t à 2t. Je veux trouver même aire algébrique. Ou bien si j'intègre de moins 2t jusqu'à moins t. Ici, moins 2t jusqu'à t. Je vais trouver même aire algébrique parce que la courbe se répète sur chaque intervalle de longueur t. Même maintenant, si j'intègre sur un intervalle moins t sur 2, t sur 2, f de t dt. Ça, moins t sur 2, ceci, t sur 2. On va trouver même aire algébrique toujours. Donc, toujours, si je considère un point A plus t, c'est-à-dire la différence entre les deux points égale à t, la période, donc l'intégrale, l'aire, c'est toujours le même. Voilà, l'intégrale sur 0t, ou bien t de t, ou bien moins de t, ou bien A plus t, c'est toujours le même résultat. Voilà pour les propriétés des intégrales pour les fonctions paires ou bien les fonctions de pi périodiques. Je passe au résultat suivant, le théorème de la moyenne pour une fonction f continue sur un segment AB. Donc l'intégrale, ici l'intégrale sur l'intervalle AB de la fonction f de x, on a dit c'est l'aire algébrique. Et je divise ça par la longueur de l'intervalle, c'est-à-dire divisé par b moins a. Cette valeur, 1 sur b moins a fois l'intégrale, s'appelle la valeur moyenne de f sur AB. Et donc, puisque si la fonction f est continue, alors cette valeur moyenne égale la valeur de un point C entre A et B. Donc, je peux voir ça peut-être mieux avec un exemple. Donc, prenons un exemple. Si je considère la fonction ayant cette courbe, voilà une fonction f. Voilà une fonction f. Voilà, dont la courbe est donnée par le graphe suivant. Je considère un segment AB. Voilà, ça c'est A par exemple, ça c'est B. Donc, vous savez que l'intégrale, c'est l'aire algébrique. Voilà l'intégrale. C'est la partie assurée. Et donc, si je veux calculer la valeur ici, la fonction f prend des valeurs positives et aussi elle prend des valeurs négatives. Voilà les valeurs prises par f. Ça, c'est une valeur. Ça encore, c'est une valeur. Ceci est une valeur. Voilà l'ensemble des valeurs prises
par f sur l'intervalle AB. Voilà l'ensemble des valeurs prises par f. Donc, ça, c'est une valeur prise, ceci, c'est une valeur prise, celle-là encore, celle-là, celle-là, celle-là. Voilà donc l'ensemble des valeurs prises par f. F prend toutes ces valeurs. Donc, si je divise l'intégrale par la longueur, je trouve qu'on appelle ça la valeur moyenne de f. Pourquoi on dit la valeur moyenne? Donc, c'est à peu près, on va dire, l'intégrale divisée par b-1, c'est à peu près une valeur moyenne de f. Par exemple, cette valeur, je pense que ça, c'est l'intégrale divisée par b-1, ça vaut exactement cette valeur. Et donc, on peut trouver un point C tel que cette moyenne est donnée par quoi? Par f de c. Donc, la moyenne d'une fonction f sur un segment AB est définie par 1 sur b-1 fois l'intégrale. Et en fait, ça existe certainement un point C entre A et B, tel que la valeur moyenne est atteinte en ce point C. Prenons un autre exemple. Voilà, je considère une fonction f qui, par exemple, voilà, a la courbe suivante. Voilà, pardon, voilà la courbe de f. Ça, c'est la courbe de f en noir. Et je considère un segment A, B. Voilà, un segment AB. Et donc, quelles sont les valeurs prises par f? Voilà, f de A, f de B. Et je peux voir ici que la fonction f prend toute valeur entre f de A et f de B. Donc, voilà les valeurs prises par f sont dans cet intervalle-là. Ça, c'est f de A et ça, c'est f de B. Voilà, comme vous pouvez voir, voilà les valeurs prises par f sont dans cet intervalle. Et donc, pour trouver la valeur moyenne, en moyenne, f prend combien? Je calcule l'aire algébrique, c'est-à-dire l'intégrale, et je divise par b-1. Donc, l'aire algébrique, et je divise par b-1. Donc, lorsque je calcule l'aire algébrique et je divise par b-1, je trouve en moyenne, f ici prend cette valeur qui est une valeur basse. Ici, c'est cette valeur qui est une valeur élevée. Et donc, en moyenne, on va avoir cette valeur à peu près. Voilà, la valeur moyenne à peu près de f. Donc, la valeur moyenne de f, certainement, il existe un C entre A et B, tel que la valeur moyenne de f est donnée par f de C. Autrement dit, l'aire algébrique de la fonction f de t dt égale à quoi? b-1, b-a fois sa valeur moyenne. b-1 fois sa valeur moyenne, c'est exactement la surface du rectangle, ici de rectangle, de base AB et de longueur f de c. Donc voilà ce rectangle-là. Donc comme si on a dit l'aire algébrique de entre la courbe de f et l'axe des abscisses entre A et B, c'est exactement égal la surface de ce rectangle de base B-A et de hauteur f de C. Essayons de faire cet exercice. Donc, on va essayer de calculer chacune des intégrales suivantes en commençant par la première expression. On veut calculer l'intégrale sur moins 1 de 2 fois x à la puissance 3 di. Donc, 2, c'est une constante. Donc, je peux la faire sortir à l'extérieur de l'intégrale. Et maintenant, j'ai une fonction de type x à la puissance alpha, avec alpha différent de moins 1. Et donc, une primitive de ça, on a dit 1 sur alpha plus 1, x alpha plus 1. Et donc, je trouve une primitive de x au cube, c'est 1 sur 4, x à la puissance 4. Et je prends la valeur en moins 1 et la valeur en 1. Donc, j'écris ça, c'est 2 fois 1 quart. Je remplace x à la puissance 4 par 1. Donc, ça fait 1. Moins 1 quart fois x à la puissance 4 en remplaçant x par moins 1. Moins 1 à la puissance 4. Donc, est égal à combien? Égal 2 fois 1 quart fois 1, ça fait 1 quart. Moins 1 à la puissance 4, ça c'est 1. 1 multiplié fois 1 quart, c'est 1 quart. Et donc,
moins un quart, je trouve 0. Donc ça, c'est la première méthode, juste en calculant, en cherchant une primitive de x à la puissance 3, on a calculé, on a trouvé 0. La deuxième méthode, pour la même intégrale, deuxième méthode, on remarque que la fonction qui est associée à chaque i, 2x au cube, est une fonction impaire. Puisque c'est une fonction impaire, donc l'intégrale sur tout intervalle de type moins AA, tout intervalle symétrique égale à 0 d'après euh, les propriétés des intégrales. Et on dit, voilà, f est une fonction impaire, donc son intégrale sur l'intervalle moins 1 est égale à 0. Voilà, on a trouvé avec deux méthodes différentes l'intégrale de 2x au cube sur l'intervalle moins 1. Je passe maintenant au deuxième intégrale. C'est l'intégrale sur l'intervalle 1, 2 de exponentielle 3x. Donc, juste, j'efface un peu ici pour que je puisse écrire la valeur de la deuxième intégrale. Donc, on a dit pour la première, c'est simple, c'est 0. Pour la deuxième maintenant, quelle formule on doit utiliser? Une primitive de exponentielle alpha x dx, c'est quoi? C'est 1 sur alpha exponentielle alpha x. Je vais appliquer cette formule. Passons maintenant à la partie calcul d'une intégrale. Voilà, comment je calcule l'intégrale maintenant? On a bien compris que l'intégrale représente l'aire algébrique. Mais comment je peux calculer cette aire? Et comment je calcule une intégrale? Bien sûr, si on connaît, si on peut déterminer une primitive, mais on sait que c'est pas toujours évident de déterminer une primitive d'une fonction. Mais si on a une fonction f contenue sur un segment, on sait que ça existe une primitive. Et si on peut déterminer cette primitive, on peut dire que l'intégrale de f sur le segment AB, c'est f de b moins f de a. Ou f est une primitive quelconque de la fonction petit f. Donc ça, c'est le théorème, ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'analyse. À partir d'une primitive, je peux calculer l'aire algébrique. Par exemple, donc la primitive ici donnée par quoi? Ça, c'est ma fonction petit f de i. D'après cette formule, une primitive de ça, c'est quoi? Quand f de x égale à quoi? C'est 1 sur alpha, c'est-à-dire 1 sur 3, exponentielle alpha x, expo 3x. Ça, c'est notre f de x. Et je considère la valeur de f au point b, qui est 2 ici, moins la valeur de la fonction primitive au point A. Donc, c'est 1 tiers exponentielle 3 fois 2, ça fait 6, moins 1 tiers fois exponentielle 3 fois 1, ça fait exponentielle 3. Voilà, j'ai trouvé la valeur de la deuxième intégrale. Je passe maintenant à la troisième intégrale. Ici, c'est le produit sinus fois cosinus. Mais malheureusement, j'ai pas la formule intégrale de f fois g. On a dit, on peut pas dire que c'est l'intégrale de f fois l'intégrale de g. Ça, c'est faux. Donc, on peut pas dire ça. C'est citer la somme, ça sera beaucoup plus simple. C'est l'intégrale de sinus plus l'intégrale de cosinus. Mais c'est un produit cette fois. Donc, on vérifie avec le tableau des primitives de fonctions. On peut remarquer que ici, on a la fonction, les fonctions trigonométriques. Ça, c'est cosinus. Ça, sinus. Quelle relation entre sinus et cosinus? Cosinus, dans ce sens-là, c'est la dérivée de sinus. Donc, je peux dire que c'est de moins pi sinus x fois la dérivée de sinus x. Et donc, je me rappelle de la formule qui donne une primitive de f' fois f à la puissance n de x. Vous pouvez rappeler cette formule. C'est quoi la primitive de f' fois f à la puissance n? Vous pouvez voir d'après la formule égale à quoi? C'est 1 sur n plus 1, f à la puissance n plus 1. Donc ici, c'est notre fonction, c'est la fonction sinus. Et la puissance est égale à 1. Donc on a la forme f' fois f à la puissance n. Avec notre fonction f, c'est sinus. Et donc, je vais appliquer cette formule. Donc, une primitive est donnée par quoi? 1 sur n plus 1. Ici, la puissance est égale à 1, donc ça sera n plus 1, 2. Fois la fonction qui est ma fonction sinus. Sur, à la puissance combien? N plus 1, à la puissance 2. Donc, sur moins pi.
Donc encore, je trouve sinus x au point pi. Donc sinus pi, c'est 0. Je trouve 0 moins sinus moins pi, encore 0. Je trouve encore 0. Donc même la valeur de cette intégrale est égale à 0. De même, je peux remarquer que cette fonction est une fonction impaire. Et donc, même on a pu savoir que, puisque l'intervalle ici a la forme moins AA, moins pi, puisque c'est une fonction impaire, donc l'intégrale, évidemment, nulle. Voilà, avec deux méthodes différentes. La valeur de l'intégrale sur l'intervalle moins pi pi de sinus x fois cosinus x. On continue, maintenant, on a une fraction 2x divisé par 1 plus x carré. Donc, ici, je veux chercher une primitive. Donc, c'est difficile de savoir une primitive de ça. On aura besoin, bien sûr, des formulaires que j'ai donnés sur les primitives de fonctions. On peut remarquer que cette fonction s'écrit sous la forme quoi? F' de x divisé par f de x. Regardez, si je considère f 1 plus x carré, ça c'est la dérivée. La dérivée de 1 plus x carré, c'est 2x. Et donc, cette expression, elle a la forme. Donc, cette expression, elle a la forme de quoi? On a dit. Donc, juste, je réécris. L'expression, c'était 2x sur 1 plus x carré. Et on veut calculer l'intégrale sur moins 1. On a dit, elle a la forme f' sur f. Et une primitive de f' sur f, c'est logarithme népérien de valeur absolue de f. Parce que la dérivée de ln, c'est quoi? C'est la dérivée. Ln de f, c'est quoi? C'est f' sur f. Donc, une primitive de ça est donnée par ln de la fonction 1 plus x carré. Entre toujours moins 1 et 1. Entre moins 1 et 1, encore c'est ln. Je remplace x par 1, ça fait 2 moins ln de 1 et je remplace x par moins 1 cette fois, mais moins 1 au carré, c'est 1 encore. 1 plus 1, ça fait 2. Et je retrouve 0. Et c'est déjà attendu. Pourquoi? Parce que notre fonction encore, elle est impaire et j'ai travaillé sur un intervalle symétrique, donc c'est clair que la valeur de cette intégrale va être nulle. Donc je continue avec cet exemple. Sinus x fois cosinus x au carré. Encore, c'est le produit. Donc, je peux pas dire que c'est l'intégrale de sinus fois l'intégrale de cosinus. Non, c'est faux. Je vais chercher en formulaire si j'ai une formule de ce type. On peut remarquer quelle relation toujours entre cosinus et sinus. Vous savez que l'une est la dérivée de l'autre. Donc, si ça c'est cosinus, ceci sin, et ceci moins sinus x. Donc, si je considère ça une fonction petit f, j'obtiens f au carré. Est-ce que je me demande si j'ai la forme de f' fois f au carré, parce que j'ai une expression de ce type dans mon formulaire. Et donc, ici, sinus, c'est pas la dérivée de cosinus, mais plutôt moins sinus. Donc, je peux multiplier par moins 1 fois moins 1. Je sais que moins 1 fois moins 1 est égal à 1. Donc, j'ai rien fait. Pourquoi j'ai multiplié par moins 1 pour avoir moins sinus? Et moins sinus, c'est quoi? C'est la dérivée de cosinus. Donc, comme ça, j'ai trouvé f' fois f, qui est cosinus x, au carré. Et j'applique quelle formule? La formule qui donne une primitive de f' fois f à la puissance n. C'est quoi? C'est 1 sur n plus 1, f à la puissance n plus 1 de x. Voilà, donc maintenant, le moins 1, ça reste toujours à l'extérieur de l'intégrale. Maintenant, on a f' fois f au carré. D'après la formule, c'est 1 sur la puissance plus 1, ça fait 1 tiers. F, c'est-à-dire notre fonction cosinus, occupe entre 0 et pi sur 2. Et je calcule ça. Donc, juste, je remplace x dans un premier temps par pi demi. Donc, ça fait cosinus pi demi à la puissance 3. Et puis, moins, et je remplace x par 0. Voilà, f de pi demi moins f de 0. La primitive au point pi demi moins la primitive au point 0. Je calcule ça, mais cosinus de pi sur 2, on a dit c'est 0. Cosinus 0, c'est égal à 1. Donc 0 fois 1 tiers. 0, je trouve
Voilà. Donc, ce signe moins par ce signe moins par moins. Un tiers cosinus 0 qui est égal à 1. 1 à la puissance 3, c'est 1 encore. Donc, le résultat, c'est un tiers. Voilà pour le calcul de cette intégrale. Donc, je m'arrête là pour cette séance. Je vous rappelle qu'on a introduit dans cette séance la notion d'intégrale, la primitive, sa relation avec la dérivée. On a bien compris que l'intégrale, ça correspond à une aire algébrique. Et puis, on a vu comment calculer une intégrale à l'aide d'une primitive. Voilà, d'après le théorème fondamental de l'analyse. Donc, la séance, Inch'Allah, dans la séance de discussion, on va parler de la relation de Sharpe, la relation de Sharpe, je rappelle, donc ce résultat pour les intégrales. Le théorème d'intégration par partie, ça c'est une méthode pour calculer certaines intégrales, et le théorème de changement de variable. Voilà de quoi on va parler dans la séance de discussion, Inch'Allah, ce lundi. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.